Jack Della Maddalena est notre nouveau champion chez les welterweights. Le plan supposé maintenant est de voir Islam monter pour tenter le statut de double champion et d'avoir Charles Oliveira contre Ilia Topuria pour ses débuts chez les lightweights, enfin ses redébuts on va dire chez les lightweights. On n'oublie évidemment pas qu'il y a un Fight Night ce week-end et on vous parle de tout ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenido à Fight Mind. Su Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, on va mettre le contexte, rien d'officiel évidemment, mais on semble partir dans la direction dont je parlais pendant l'introduction et je trouvais la discussion potentiellement fun et intéressante. Si Islam Makhachev monte pour prendre Jack Della Maddalena, quel est ton niveau de hype pour ce potentiel combat sur une échelle de 1 à 10? Vu la prestation de JDM ce week-end, ma hype est un peu plus haute quand même. Ma hype est un peu plus haute, notamment, je pense, avec le niveau d'adversité que pourra proposer Jack. Ouais. Donc, on va dire que je suis à 8 sur 10. Oh, pas mal. Bah écoute, on se rejoint presque. Moi, je suis à 8,5, un bon 8,5. Déjà, c'est du champion contre champion. Donc, je trouve qu'en termes d'intrigue, d'intérêt, de récit de combat, je trouve ça intéressant. Islam paraît imprenable. Jack est invaincu à l'UFC et il est sur 18 victoires consécutives. Donc, on a un peu... On l'a vu en difficulté dans des combats, mais voilà, la réalité, c'est qu'il a plus été battu depuis sa deuxième défaite, qui remonte à son deuxième combat professionnel il y a longtemps. Et puis... Voilà, je kiffe la manière de combattre de Jack Della Maddalena. Sa dernière victoire me hype pour son prochain combat. J'adore le regarder combattre et j'apprends énormément en regardant Islam Makhachev. Donc voilà, il y a toujours une intrigue sur un champion qui passe à la division du dessus, surtout avec un écart ici. Il y a un écart de 7 kilos quand tu passes de lightweight à welterweight. Et pour moi, là où on perd 1,5 points, pourquoi c'est pas 10 sur 10 ? C'est parce que JDM n'est pas encore un champion dominant, ou n'est pas un champion dominant. Ce sera sa première défense. Et on n'est pas sur deux énormissimes name value. Et alors, on peut dire, voilà, il y avait un peu cette attente d'avoir Ilia Topuria contre Makhachev. Donc, voilà, c'est là où, pour moi, on perd 1,5 points pour pas aller chercher les 10. Revenons sur le poids. À quel point est-ce qu'il faut considérer ça dans l'analyse, selon toi? Ah bah, je pense que pour moi, en tout cas, ça fait partie du gros point dans ce sens-là, tu vois. Pourquoi ça fait partie? Tout simplement parce qu'on a quand même d'un côté Islam qui est un excellent lutteur-grappleur et on le sait dans le style de jeu de leur équipe, la différence de poids, d'être légèrement plus lourd que l'adversaire, c'est un gros avantage. Donc c'est un gros avantage et là il n'y aura pas cette différence de poids. Et donc bah, forcément ça rajoute. Et je pense en tout cas que Jack, au-delà de très bien se déplacer et d'être capable de boxer sur 5 rounds, avec cet avantage de poids, il est capable de bien l'utiliser aussi pour défendre la lutte. On l'a vu à la cage, dans la manière dont il se place, dont il se positionne pour pas être soulevé, dans ses scrambles aussi, avec un gars aussi... Ouais, un mec de la KT du dessus qui se déplace quand même très très bien. Ça va être beaucoup plus difficile de le fixer au sol, de trouver le chemin de la soumission. Donc moi, je pense que ça va rajouter clairement beaucoup. Ouais, donc on peut pas dire un facteur X réellement, mais ça doit faire partie de l'analyse et ça reste quelque chose qui ne va pas à l'avantage de Islam Makhachev et qui est plutôt avantageux pour Jack Della Maddalena. Donc effectivement, moi ça fait partie de mes grosses intrigues. On n'est pas sur un bantamweight qui monte en featherweight, pas pour retirer ceux qui l'ont fait, mais c'est notable quand il y a 4 kilos de différence entre deux divisions ou 7, c'est un plus gros jump quand même. Il y a une vraie raison pour laquelle Islam n'a pas fait des allers-retours entre les deux catégories. Ouais. Tu as des combattants qui combattent comme Saladin, 66, 70, parce que leur style de jeu leur permet d'être efficaces dans les deux disciplines. Et l'équipe de Nurmagomedov, donc ce Makhachev, ils restent souvent dans la même catégorie parce que leur style fait qu'ils sont extrêmement efficaces dans une catégorie, on va dire, où ils vont faire un gros cut, une grosse perte de poids.
Ah, c'est intéressant de le dire parce qu'effectivement, on dit souvent c'est plus les lutteurs qui vont faire des gros cuts et les strikers en ont moins besoin. Quand tu regardes un qui faisait aussi des allers-retours assez fréquents, on va dire, c'est Anderson Silva. Anderson Silva, quand il a un peu nettoyé sa division, hop, il monte pour Griffin. Il renettoie sa division, hop, il monte pour Bonnard. Il renettoie sa division. Il prend Daniel Cormier en short notice. Mais bon, ça lui fait quand même 3 combats dans la division du dessus parce que ça s'avérait pas spécialement nécessaire pour lui d'être sur un avantage de poids. Ouais, c'est exactement ça. Ok, mais donc effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose qu'on doit absolument considérer. Maintenant, on va justement parler un peu de l'opposition de style en tant que telle. Je vais rapidement décrire les deux combattants. Donc, si on veut rapidement décrire Makhachev, c'est initialement un excellentissime lutteur-grappleur, très technique dans ce département. On le sait, en plus très physique, et donc c'est là où ça va peut-être un peu descendre par rapport à la nouvelle division. Il est très intelligent dans ses choix. Il a maintenant prouvé en plus qu'il était opportuniste au point de soumettre des très solides ceintures noires sans grande difficulté en plus. Couplé à ça, ça fait quelques combats qui nous montrent une énorme progression debout, où il arrive carrément à battre des strikers dans leur propre jeu, sur certains moments au minimum. De l'autre côté, si on veut décrire rapidement Jack Della Maddalena, on va dire que c'est un excellentissime boxeur MMA, simple et efficace, comme tu l'as très bien souligné pendant le récap d'avant-hier. Avec une intelligence et une grande compétence dans ses déplacements, son positionnement, sa compréhension de l'espace, de la cage, de là où il se situe par rapport à son adversaire. Il développe peu à peu, je dirais, un système anti-lutte debout. On vient de voir une grosse progression en lutte défensive, tu viens de le souligner aussi. Et l'aspect grappling qui sort du lot chez lui, c'est sa compétence dans les scrambles. Il se rend extrêmement difficile à maintenir au sol. Donc l'amener au sol n'est pas l'étape principale, c'est vraiment le maintenir derrière qui sera une étape principale. Donc ici, je vais te poser une double question. Qu'est-ce qui va t'intriguer dans ce genre d'opposition et quelle est ta grille de lecture sur le déroulement du combat, du potentiel combat? Moi, ce qui m'intrigue vraiment, c'est... Ouais, je pense, vu la progression qu'a eu JDM, j'ai vraiment envie de voir si c'était réel, tu vois, ou si c'était vraiment lié au fait que Belal, comme on en a parlé, n'avait pas fait ses devoirs, tu vois. Ouais. Parce que c'est vrai que le JDM qu'on a vu ce week-end, et là je me suis regardé ce qu'il avait fait contre Hafez, t'as l'impression que c'est pas les mêmes combattants, tu vois. Ah, c'est clair, c'est clair. Là, la grille de lecture, pour moi, c'est vraiment que contre Hafez, c'était un jour plutôt sans, où il a fait de très mauvais choix à plusieurs moments, qui a rendu le combat compliqué, qui n'aurait pas dû être si compliqué que ça pour lui. Et à l'inverse, ce week-end, c'était un très bon jour pour lui, où il a peut-être sorti le grand jeu, et c'est de loin sa plus belle performance qu'on ait vue. Tu vois, contre Hafez, on a beaucoup parlé sur le fait qu'il sautait les guillotines, etc. Mais je l'ai re-regardé, c'est Hafez, il fait le boulot aussi au premier round, tu vois. Lui, clairement, quand on parle d'un combattant qui arrive à l'UFC avec rien à perdre, Hafez, c'était ça. Il est venu à l'UFC, il avait rien à perdre dans ce combat. C'était un short notice, personne ne le voyait gagner, et il a sorti effectivement un très gros premier round. Ouais. Donc moi, c'est mon intrigue, hein. Vraiment, le fait donc d'avoir regardé les deux combats. J'avoue qu'en regardant ce week-end, je me dis, ouais, ça va être vraiment compliqué pour Islam. En regardant les combats que Jack Della Maddalena a proposé avant ce combat de ce week-end, en revenant un petit peu en arrière, je me dis, bon, il y a quand même de sacré chemin de victoire pour Islam. Ouais. Et donc voilà, donc l'intrigue, elle va vraiment se situer là pour moi. Moi, j'ai plusieurs intrigues. D'un côté, t'as envie presque de penser que c'est une opposition de style, mais comme je l'ai dit, t'as un Islam Makhachev qui s'est vraiment bien développé debout. Donc ça me surprendrait pas que Islam puisse aussi avoir des bons moments debout contre Jack, mais c'est pas son chemin vers la victoire. Son chemin vers la victoire, c'est évidemment d'aller là où lui est le plus fort et là où Jack est le moins fort aussi. Jack est très bon dans les scrambles, on en a parlé, mais c'est pas le niveau de son pied-point. Et puis justement, en parlant de scramble, il y a eu une petite analyse, une petite vidéo qui est sortie, Jack Slack qui a montré dans le 5e round Jack Della Maddalena qui utilise le giggler sweep, ça fonctionne pas, puis il utilise le knee lever pour se relever. Et t'as un autre compte, Ghost21, qui est aussi un très bon analyste, qui sort une vidéo de Mansour Barnaoui qui sort exactement ça pour sweep Islam Makhachev. Et donc tu vois, le lien est assez intéressant où je me dis, un Islam qui parvient à mettre Jack sur son dos, avec la différence de poids, et le style de Jack qui est vraiment dans constamment créer du mouvement pour pouvoir capitaliser sur un scramble parce qu'il est très fort là-dedans, ça peut être très dynamique au sol, ça peut être très intéressant. Et
Et j'ai vraiment une intrigue par rapport à ça. C'est même si ça va au sol, je pense pas. Tu vois, autant debout, je vois un avantage Jack Della Maddalena, mais je garde quand même un point d'attention avec Makhachev qui est capable de produire quelque chose. Autant au sol, si ça va au sol, je vais pas me dire, ok, le round est fini. Ça restera ouvert pour moi. Et donc c'est pour ça, ça peut être un combat vraiment compétitif sur chacun des rounds, parce que chacun aura ses moments un peu partout. Tu peux me redire le nom du sweep là dont tu parles, que Jack Slack a... Giggler, John Giggler. Wayne. Tu dis? John Wayne, certains l'appellent John Wayne, d'autres l'appellent Je Giggler. vois pas, c'est le... C'est la classique Mansour Barnaoui. Tu fais un two-on-one sur le bras opposé à la jambe qui sort de ton adversaire en demi-garde. Tu sors ta jambe qui est dans la demi-garde pour pousser et tu pontes du côté où tu as le contrôle du bras. Et ça s'appelle Giggler parce qu'une fois que tu as la position, en fait, tu as besoin de mettre aucune force et tu peux rigoler pendant que tu fais le sweep parce que le gars ne peut pas le défendre. C'est de là que vient le nom. Je t'enverrai une vidéo sur Ouais, c'est vraiment la classique Mansour Barnaoui. Elle a fonctionné contre Islam plusieurs fois dans leur combat. D'ailleurs, un très chouette combat. Pour ceux qui veulent aller voir ça, il vaut la peine. Et c'est quelque chose que là, Jack a utilisé contre Belal. Et donc, pourrait l'utiliser contre Islam. Dans les sweeps, il faut quand même noter que JDM utilise une manière de défendre avec des sweeps qui sont pas forcément conventionnels. Exact. Donc on en a parlé rapidement, on avait oublié le nom, je vous avais dit que c'était la sortie de Cyborg Abreu, donc c'est le Tornado Sweep. Ouais, on l'a retrouvé. Donc c'est son entrée en tornado, il rentre en tornado, alors faut rester réaliste, hein, le Tornado Sweep ça reste quand même relativement compliqué, surtout en nogi. Ouais, c'est ça. Mais ça lui a permis de reprendre une position en tortue et de se relever par la suite. Mais il y a eu des sorties, alors sur le combat d'Afez où il utilise l'Octopus, vraiment type Craig Jones. Donc l'Octopus depuis la side, il couvre quand même la prise de dos avec sa jambe et puis il se relève. Just stand up, tu vois, de Craig Jones et il le sort plutôt bien. Et donc tout ça pour dire que entre le sweep dont tu me parles, les différents sweeps qu'on a pu voir, dans son scramble, il a un jeu qui est non conventionnel. Et effectivement, ça rajoute une forme d'incertitude parce que je ne suis pas sûr que Islam, dans ses entraînements, fait face avec ses partenaires d'entraînement à ce type de sortie. T'en avais déjà parlé que, attends, c'est Khabib Nurmagomedov qui, lui, quand il est sur son dos, il utilise de temps en temps la octopus, ce qui peut être un indicateur que quand il est à l'entraînement, c'est ça qu'il place parce que ses partenaires d'entraînement n'ont pas spécialement le contre à ça. Et donc, si tu fais ce genre d'analyse, tu peux arriver à cette conclusion que ce qui peut fonctionner contre l'équipe Eagle, c'est la octopus une fois que tu es sur ton dos. Ouais. Donc ça, je pense que Islam devrait vraiment être prudent. Alors sur ce combat-là, parce qu'on en a rapidement parlé sur la définition de Islam, je pense quand même qu'un de ses points faibles à Islam, c'est, je trouve que parfois, j'ai l'impression qu'il sous-estime un peu ses adversaires. Qui se rend les combats plus difficiles parce que il arrive... Trop confiant. J'ai l'impression. Pour moi, contre Dustin, il y a eu un petit peu de ça. Contre le premier combat... contre Volk. Ouais. Contre Volk, il y a un petit peu de ça. Je sais pas. C'est peut-être qu'une seule impression, mais voilà. Par contre, sur ce combat-là, je suis persuadé qu'il va arriver en prenant la pleine mesure du combat et de la dangerosité que ça représente. Ouais, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est vu l'enjeu, je crois que les deux seront super bien préparés. Craig Jones, on sait qu'il arrête pas de titiller le style caucasien et tout ce qui s'ensuit, le sambo, donc tu sais qu'il va aussi s'assurer de préparer Jack Della Maddalena aux petits oignons pour tout ce qui se passe au sol en tout cas. Et un petit détail aussi, c'est ce que j'aime bien chez Jack, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais évidemment c'est ça qui amène à sa victoire contre Burns, et il a tenté aussi plusieurs fois contre Belal, c'est dès qu'il se relève, il va être agressif. Donc tu as vraiment cette transition, on est en grappling, on est tous les deux fatigués, mais je vais mettre un coup d'accélérateur maintenant, et je trouve ça aussi très intéressant dans ce genre de combat où ça peut beaucoup bouger, on est au sol, on est debout, on est au sol, on est debout, c'est des petits moments qui peuvent s'avérer cruciaux. J'en arrive à la question un peu classique dans ce genre de débat. Alors évidemment, on n'a pas fait une analyse ultra poussée parce que le combat est encore une hypothèse, mais voilà, sans avoir poussé l'analyse, quel serait ton pronostat? Moi, je pense que Islam va vouloir prouver qu'il est capable de battre non pas des gars qui sont en fin de parcours ou des gars qui viennent de la KT du dessous, mais qu'il est capable de battre vraiment le champion de la KT du dessus. Moi, je vois Makhachev l'emporter par soumission.
Ah oui, c'est carrément le pronostic Ah oui. précis, quoi. Ok. Ouais. Oh, vas-y. Ouais, je le vois faire ses devoirs et je le vois arriver très concentré, connaître les chemins, avoir bien étudié l'adversaire, connaître les chemins pour mettre au sol et pour le taper et pour finir, quoi. Clairement, Ah, sur pourquoi soumission? Parce que je pense qu'il va replacer une darse. Voilà. Sa Darce, Sur elle est exceptionnelle, quoi. ouais. Et sur ce genre de scramble, et voilà, le scramble, je pense que ça va être le talon d'Achille au final, tu vois. Sur Ouais, son gros point fort, mais ça va donner des ouvertures et il risque de le payer. c'est ça le truc, c'est que pour l'instant, ça fonctionne très bien pour JDM parce qu'on n'a pas beaucoup de si bons scramblers ou des gens si ouverts à ça. Et ce que j'entends aussi de temps en temps dans un bon scramble, c'est cette quasi volonté de se mettre dans une moins bonne position juste pour pouvoir créer du mouvement Mm. et être dans cette situation de dynamique dans laquelle tu es très fort ou plus habitué que ton adversaire. Mais donc il y a toujours cette phase où ça représente un risque. C'est je suis dans une position, j'accepte de me mettre dans une position moins bonne parce que je sais Mhm. qu'après ça va créer de l'espace, créer du mouvement et que je vais pouvoir m'en sortir grâce à ça. Je pense qu'il y a des Et situations où tu as un JDM qui est pris en demi-garde et il va se mettre en tortue. Ça peut, enfin, face à quelqu'un de très très bon, ça peut être juste vu comme un mauvais choix. Et donc un Makhachev qui peut bien se préparer par rapport à tout ça, à travailler sur prendre des soumissions à la volée, il est très fort pour ça. Donc effectivement, mm. je vois ce chemin-là aussi. Enfin, je vois ce et, chemin comme un scénario totalement potentiel. et aussi, tu vois, sur cette différence de poids, c'est un désavantage quand tu vas lutter, mais il faut quand même se rappeler qu'Islam, c'est quand même un excellent grappleur. Je pense qu'il est Mhm. même meilleur grappleur que lutteur, d'une certaine manière. Ouais. Euh, et d'être légèrement plus léger en grappling, ça vous permet d'être plus rapide, de vous déplacer plus rapidement. Et donc sur les phases de scrum, donc les phases où il va y avoir vraiment de l'échange, eh bien on aura un Islam qui aura cet avantage de vitesse. Mhm. D'où cette prédiction de début qui est Bah, c'est pas tout. mal. Ouais, après, comme vous le savez, hein, c'est une prédiction pré-analyse, on va dire. Ça peut changer du tout au tout. Bon, moi, j'avais pas fait un pronostic aussi précis. Mon pronostat, j'avais mis 55-45 Makhachev. Je trouve ça quand même très serré sur papier. Je vois des chemins dans les deux sens. Maintenant, c'est vrai que sur cette dernière phrase que tu me dis, c'est un truc où je pourrais tirer un tout petit peu vers le Ouais, moi je 60-40, vois tu vois. plus. Je Ouais. t'avoue qu'après le week-end, quand tu as regardé le combat, là j'aurais pas regardé les autres vidéos de Jack, tu vois, je me serais pas remis un petit peu dans l'ambiance. Juste avec le combat de ce week-end, j'aurais vu ça beaucoup plus serré, tu vois. Ouais, Voire évidemment, ouais. légèrement dire ouais, Jack il va le passer, il va s'imposer en termes de poids, etc. Mais non, t'as dit, Je comprends aussi. il a fait une très très bonne soirée face à un adversaire qui a, pour moi, est passé à côté de son combat et de sa stratégie. Et non, je pense que là, je vais rester sur Makachev, même 60-40, voire 65-35, je peux le voir. Ouais, je comprends. En fait, t'as vraiment. C'est comment évaluer la dernière performance de Jack par rapport à ses précédentes. Si effectivement tu enlèves la performance de Jack contre Belal et tu regardes ce qu'il a fait contre Burns, contre Hafez, ouais, il était presque à 70-30 pour Makhachev, tu vois. Ouais, bah oui, hein. Et en fait, en regardant ce qu'il a fait contre Belal, si tu vas un peu dans le sens en mode, parce qu'il y a certains analystes qui ont dit, non, c'est pas Belal qui est venu avec une mauvaise approche, c'est vraiment JDM qui s'est rendu Oui, très compliqué à lutter et même à shooter. On a je- beaucoup de combattants comme ça. Et donc, si tu vas dans cette direction, dans cette façon de penser là et Hmm. d'analyse là, ben évidemment, ça se rapproche fort du 50-50. Ah bah bien Si tu sûr. restes sur Belal et rester à côté de son combat, bah là, je comprends que ça tire un peu plus loin. Donc voilà, mais je suis très intéressé de savoir aussi ce que notre communauté pense. J'avais fait un vote sur Twitter, je pense qu'on était à 65-35 pour Islam. Mais bon, là c'est vraiment on sait bien, noir ou blanc, c'est pas spécialement représentatif d'un Hmm, hmm, pronostat hmm. qu'on peut penser. Donc mettez-nous vos pronostats pour les deux combats en commentaire, ça fait du référencement aussi. Et on va passer au deuxième combat dont on doit parler, deuxième combat hypothétique, avec un Makhachev qui monte. On a évidemment tous entendu parler de Ilia Topuria face à Charles Oliveira. Ici aussi, Brian, je vais commencer par là. Ton niveau de hype. Sur 10, Ouais, je alors, mets... je grille déjà. John, c'est 10. Ah John, oui, c'est 10 sur 10. Bah ouais, oui, ouais. Charles Oliveira, il a tout pour d'office. Mais voilà, nous, c'est quoi? Moi je suis à 5, moi. À 5. Ok, ok. Ouais, ouais. C'est plus bas que moi. J'hésitais à mettre 7 ou 7,5. Ah oui, quand même.
Ouais, donc alors déjà on ne sait pas si l'enjeu sera ceinture intérim ou incontestée. Ce sera une des deux, donc il y a un enjeu. Alors, contesté, faut arrêter. Ouais, mais bon, clairement, là où on perd des points, c'est que c'est une ceinture vacante. On va voir ça comme une ceinture vacante. Ouais. T'es pas en mode, c'est le numéro 1 de la division qui la défend. Donc il y a une grosse déception du fait que ce soit pas Ilya contre Makhachev, et donc ça fait perdre des points. Mais en dehors de ça, je trouve qu'on a quand même tous les ingrédients pour plaire. On a deux combattants de très haute qualité qui sont jamais dans des combats ennuyeux à regarder. Il y a une mini intrigue de redécouvrir Ilia Topuria en lightweight parce qu'il nous a fait peur sa dernière montée contre Jay Herbert. Mais c'est quand même peut-être un peu moins serré que sur papier que le précédent, je dirais. Hein. On va voir ça quand on établira les pronostats. Mais donc voilà, justement, une des raisons, selon moi, hein, que l'intrigue est peut-être moindre que le précédent, c'est qu'ici on n'a que 4 kilos de différence entre featherweight et lightweight. Ce n'est pas rien, c'est moins que 7. Je l'ai déjà dit. Et en plus de ça, Ilia Topuria, c'est pas genre une montée soudaine. Il a annoncé il y a quelques temps qu'il montait par nécessité, ce qui est énorme. Et donc, on imagine qu'il n'y aura pas un gros écart le soir du combat, voire aucun, même avec Charles Oliveira. Donc, je pose la même question que j'avais posée pour Islam contre Jack. Est-ce que le poids ici est un élément à considérer dans l'analyse? Beaucoup moins. Je pense que le poids est beaucoup moins important que sur le combat précédent. Ouais, je pense. Surtout que, voilà, clairement, ça va être plutôt sur la taille, sur la dimension que ça va rajouter, tu vois. Pour moi, c'est pas tant le poids, ça va plutôt sur la différence d'allonge. Ouais. Et il a déjà affronté d'autres adversaires avec des allonges un peu similaires, mais pas dans ces 3-4 derniers quand même, tu vois. Non. Donc, après, l'allonge de Volk, voilà, il y a Volk qui a une allonge impressionnante par rapport à sa taille, mais je pense pas que ça rejoigne celle de Charles Oliveira. Et puis, c'est pas la même chose taper vers le bas ou taper vers le haut. Exactement. Ok, niveau opposition de style, Ilia Topuria, il a commencé son cursus martial par la gréco-romaine, puis il a mis un gros focus sur le jiu-jitsu. Il est très rapidement devenu ceinture noire. Depuis ses débuts à l'UFC, on voit une progression fulgurante avec une très belle boxe anglaise adaptée au MMA. Et ça commence à se complémenter avec un jeu de calf kick. C'est l'un des rares profils où on ne peut pas dire le classique. Il est complet, donc moyen partout. Ici, il est complet et fort/dangereux partout. Charles Oliveira, lui, il a été construit à la dure. Hein. Il est rentré à l'UFC super jeune. Il a fait ses dents au travers de défaites. Il est arrivé à l'UFC plutôt comme un jiu-jitsuka. Il a développé un style debout qui lui a permis de gagner pas mal de combats avec son Muay Thai. On voit également un travail sur sa lutte offensive, une capacité vraiment à revenir après avoir pris un gros knockdown. Et puis voilà, c'est un finisher, c'est un opportuniste. Il y a quasi que des finishes sur ses victoires. Ici, qu'est-ce qui va t'intriguer sur cette opposition? Et donne-moi un peu ton read pré-analyse sur le combat. Moi, ce qui va m'intriguer, c'est surtout, alors ce que j'ai noté, c'est si Charles va arriver avec une stratégie. Voilà, ça va être vraiment ça, parce que on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que Charles Oliveira, des fois, hein, on peut questionner sur sa stratégie de combat. Tu l'as dit, c'est un opportuniste, il va finir, mais parfois, très agressif, il prend des risques un petit peu démesurés. Et il se rend parfois le combat un peu plus compliqué que ce qu'il pourrait être. Ouais, il fait partie de ces gars qui rentrent dans la cage en se basant uniquement sur ses compétences. Ouais, voilà. Donc moi, c'est vraiment ma première intrigue. Est-ce que Charles va arriver en étant très préparé, un peu plus stratégique? Et c'est ce qu'il y en aura une, tout simplement, quoi. Et puis de l'autre côté, bien évidemment, alors j'ai déjà un peu mes réponses, mais dans les intrigues, c'est surtout parce qu'il y a la question de la longe, mais il y a aussi la question des genoux remontants de Charles Oliveira. Est-ce que Ilya va être capable, avec ses déplacements de tête, avec la différence de taille qu'il a, capable de rentrer tout simplement dans la boîte pour pouvoir connecter? Ouais. Voilà. Ça va être ma vraie question. Mais moi, personnellement, je pense que oui, hein, je vais pas... Mais en tout cas, ça reste quand même une petite intrigue. Voilà. Ouais, moi, j'ai aussi une intrigue sur le premier round. On sait que Charles Oliveira, il aime bien commencer très très fort. Ça peut vraiment partir en guerre technique dès le début et ne pas durer très longtemps ce combat. Non. Plus le combat dure, plus je vois un avantage qui se dirige du côté de Topuria, même si Charles Oliveira nous a montré un très beau cinquième round récemment. Ouais. Voilà, j'ai une idée un peu plus
clair. J'ai un peu moins d'intrigue ou de questionnement par rapport à ce combat que je ne peux en avoir sur Jack contre Islam. Euh, Mhm. Si on doit parler de pronostats ou de pronostics, si t'en as un précis, qu'est-ce que tu donnerais? Mon pronostat. Clairement, moi je vois une victoire d'Ilia par KO, clairement. Mon pronostat, c'est pour ça que je suis à 5 sur 10 parce que je vois vraiment je vais pas manquer de respect à Charles Oliveira, mais je vois un 90, quoi. Ouh, à ce moment-là, ok. Ah ouais, non, bah, Ah waouh, ok, ok. tu parles d'un cinquième round, ouais, il a fait un cinquième, il est arrivé jusqu'au cinquième round, mais contre qui, tu vois? C'est vrai, Contre Michael c'est vrai, Chandler, les amis, hein. c'est Donc, vrai. voilà, non, je Ah oui, alors vois, je comprends ton 5. Évidemment, si t'es sur un... En fait, 5, c'est même une belle cote, je trouve, parce que pour un combat où tu vois un 90 sur les chances de victoire, 5 parce que, avoir voilà, un niveau de hype à 5, c'est quand même pas mal, hein. ouais, bah, je pourrais avoir un 90 et être hypé à 10 sur 10 parce que j'aime bien, je sais pas, moi, j'en sais rien, tu vois. Non, non, il y a pas de, il y a un petit peu de relation, mais je vois difficilement. Après, je vais peut-être me remotiver, me tromper, etc. Mais je suis pas très motivé par ce combat-là, Ok. dans le sens où je le vois le plier en deux, tu vois. Hmm. Charles Oliveira, il a déjà pris des coups au corps, il s'est déjà fait plier en deux, il a tendance à avoir Oh, la on l'a tête un déjà peu vu haute. perdre de mille manières, enfin mille manières, d'une bonne Enfin voilà. dizaine de manières différentes. Donc, Ouais, vous pouvez me hyper en me disant, ouais, il est très très bon, son jiu-jitsu au sol. Ben ouais, il a mis KO, comment il s'appelle, Ryan Hall. Ryan Hall, tu vois. Ryan Hall, personne ne voulait affronter parce qu'il est très très chaud au sol. C'est le king du 50-50. Il n'en avait rien à faire, quoi, de son 50-50. Et c'était, enfin, tu vois, c'était un Ilya encore relativement jeune dans sa carrière UFC, tu vois. C'est son Ouais, ouais, troisième ouais. ou quatrième combat. Non. Alors, potentiellement, il y a pourrait se mettre dans des situations. Enfin, même ça, je suis même pas sûr. Effectivement, quand tu viens de la lutte, quand tu as un très bon sol, tu peux à un moment trouver une ouverture, te dire, ah, je vais mettre un takedown, tu vois. Mais je le vois, il le fait pas, Topuria, de partir dans ce genre de chemin, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'avais Donc, quand même mis un 75-25, moi, de mon côté. Vraiment sur un coup un peu c'est parce que Charles Oliveira qui vient tout donner dans le premier round et c'est ça parce que reste t'as un pas super envie de te prendre opportuniste, tu vois. des réflexions de John, c'est ça. Allez, toi j'ai Non, peur je rigole, encore. je rigole. Toi j'ai encore Moi, peur. je vais me John, prendre j'ai pas peur. les fans de Charles Oliveira en commentaire. Non, non, bah, peut-être que, enfin voilà, vous avez peut-être, soyez objectif, donnez-moi vos arguments pourquoi Charles Oliveira, c'est un match compétitif, mais moi je le vois pas très compétitif comme combat. Hmm. Alors, je fais une petite parenthèse, je m'excuse si vous entendez le toc. Toc, il y a des travaux juste à côté, ça me dérange énormément, j'espère que ça vous dérange pas Ça vous. va. Mais voilà, ok. Bon, on a un fight night quand même ce week-end, on voulait un tout petit peu en parler, on va être 100% transparent avec notre communauté, on voulait donner de la lumière sur ce fight night, notamment en parlant de sujets peut-être un peu plus intéressants, parce qu'on sait que c'est un fight night qui passe sous les radars, et on va être honnête, ça fait un peu sens. Donc ce week-end, on a une des flèches montantes chez les welterweight en plutôt Michael Morales, 17 victoires en 17 combats, invaincu, dont déjà 5 à l'UFC. Il a sa chance de rentrer dans le top 10 ici, il est juste en dehors parce qu'il est opposé au vétéran et ancien challenger au titre Gilbert Burns. Ce dernier est sur 3 défaites consécutives, donc les directions de carrière sont complètement opposées, 3 défaites consécutives contre 17 victoires sur 17 combats. Donc j'ai directement le dire, j'ai commencé par là. Selon unibet.fr, Morales est favori à 1,12, Burns est à 5,45, c'est un 85-15. Alors j'ai posé la question comme ça direct. Quel est le chemin de victoire pour Burns? Parce que si on est aligné sur le 85-15, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup et que c'est assez facile à définir. Non, mais c'est abusé, hein. Franchement, les cotes, moi j'étais choqué là. Je Moi vais aussi, moi mettre aussi. Je m'attendais à ce que Morales soit favori le installé, gelé. mais à ce point-là. Installé à 60-40, ça peut s'entendre, tu vois. Ah, moi, ouais, c'est ça. 1,12. 65-35, j'avais en tête de base, mais 85-15, c'est chaud. T'imagines Prépolé qu'il était à 1,08. Ah, C'est 0,4 on est pas 0,4 loin. de différence, le gars. Enfin, 0,04 de différence. 0,04, ouais. Je sais pas, quoi. Moi, personnellement, j'étais choqué par la cote. Euh,
Ouais, bah alors Burns, moi je le vois être capable franchement, ces ces trois dernières défaites, c'est pas contre ça reste du très haut niveau en face, tu vois. Mhm. Euh, son chemin de victoire. Pour moi, je pense que Burns peut faire ce qu'il est capable de faire, donc de boxer de manière assez crisp, comme il le fait, de chercher les coups un petit peu durs, descendre dans les jambes, de pouvoir grappler et pouvoir fatiguer Morales qui voit un peu son combat lui échapper, tu vois. Je vois Ouais, encore un Burns pour pouvoir trouver un chemin de victoire au sol. Faut pas oublier que c'est un excellent grappleur. Donc je pense que ça serait plutôt ce chemin-là. Je pense pas qu'il faut être dans un combat trop mesuré face à un Michael Morales. non, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, pour moi, ouais, c'est plutôt le chemin de victoire. Toi, tu Ouais, vois bah ça écoute, un peu de la même manière. ouais, c'est ça. Bah, Morales, 12 victoires par KO, une seule par soumission. C'est plutôt un striker. Je le trouve bon au sol, hein, c'est pas ça, mais voilà, sa grande force, c'est plutôt tant que ça reste debout. En plus, il a un bon format par rapport à Burns. Il va pouvoir gérer la distance. Alors, Burns, oui, il a de la dynamique dans les mains. Il peut mettre des KO, mais je pense pas que ce soit la manière d'aborder ce combat. Ici, il doit plus l'aborder comme une opposition de style, coller, trouver un chemin vers le dos, soumettre, ou bien prendre les rounds en étant en backpack. Hmm. Je crois que Magny, je ne vais pas dire qu'il a eu des moments contre Morales, mais il a montré qu'on pouvait le coller à la cage, qu'il y avait Prendre son potentiellement dos. des ouvertures pour aller chercher le dos. Il y a une énorme différence de niveau entre le grappling de Burns et de Magny. Donc, Hmm. ouais, avec une bonne stratégie, je pense qu'il y a plus de 15% de trajet vers une victoire Ah ouais. pour Burns. Et comme tu l'as très bien souligné, ok, la direction de carrière de Burns, c'est pas C'est extraordinaire avec trois- 3 défaites consécutives, mais Mais les trois 3 défaites défaites, contre qui aussi? ouais, C'est le contre nouveau le champion. top 3, quoi. Ouais, c'est ça. T'as le nouveau champion et il prenait les 2 premiers rounds aux yeux de 2 juges. Donc Il était sur le chemin de prendre le troisième, hein. voilà. Donc il était vers une décision. Il était sur le point de prendre une décision contre JDM. Mhm. T'as Belal Mhm. et mince, je connais pas le troisième. T'étais sur Tapologie. Bah, c'est le troisième, c'est Sean Brady. Ouais, voilà, Brady. Ouais, exact. Bah ouais. Donc il y a aucune défaite desquelles rougir et en plus. Bah, on sent qu'il est un peu dépassé par son prime, mais il est encore dangereux. Ça reste un vétéran. Donc c'est une bonne opposition, je trouve que l'UFC a mis en place ici. Mhm. Euh, Alors, Où est-ce qu'il, ouais, vas-y. juste quand même, parce qu'effectivement, on a parlé de ses défaites, mais quand même pour rappeler que ces dernières victoires, elles sont pas non plus, c'est pas le top du top quand même, hein. Donc c'est Masvidal, fin de carrière, Neil Magny et Steven Thompson, où enfin voilà, c'était une opposition de style, il a plongé dans les gens. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grosses victoires éclatantes. Ah bah, en gros, on est vraiment, c'est quoi, il est 8e dans la catégorie, un truc comme ça. Ça représente bien là où il est, quoi. Ouais. Il va prendre ceux qui sont en dehors du top 10, il va perdre contre ceux qui sont dans le top 5, Mm. et là, c'est parfait pour évaluer où se trouve Morales. Maintenant, effectivement, je pense que Burns, c'est quelqu'un de fort apprécié. 4 défaites consécutives, ce serait un peu difficile à voir pour Burns. C'est Ah le ouais. genre de profil où on aurait préféré que l'UFC fasse des choix plus, ok, on te met contre des profils similaires. Encore une fois, on connaît l'UFC, c'est un très bon choix business ici, même si pour les fans, ça peut s'avérer compliqué. Où est-ce que tu places ce combat dans ta liste de priorités? On va passer à la liste de priorités d'intérêt sur Priorité, bah, l'événement. c'est mon premier combat de priorité. Alors Morales, c'est vraiment un gars pour moi qui passe un peu sous les radars. Dis-moi si je me trompe, mais moi je le connaissais pas plus que ça. C'est un style qui, ouais, c'est pas, je suis pas sûr que ça reste relativement prudent, c'est sympa, c'est efficace, mais c'est pas non plus le combattant que tu repères et tu dis, oh, ce gars-là, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Ouais, en fait, c'est plus le récit de sa carrière qui lui a donné un peu de lumière, le fait qu'ils sont invaincus. Mm. Il y a 12 victoires par KO, enfin une majorité de KO par rapport aux soumissions. Donc voilà, c'est ça qui l'a Ouais, bien fait voilà. monter, mais il n'est pas sur une méga hype pour quelqu'un qui est invaincu et qui rentre dans... Enfin, il est 12, un truc comme ça, 12 ou 13. Mais voilà, je savais qu'il était dans le top 15 quand j'ai vu l'opposition de Seal. Quelqu'un qui est passé sous les radars pour rentrer dans le top 15, c'est Ayman Zahabi, parce que quand le combat avait été annoncé, j'étais là, Mm. je savais même pas qu'il était dans le top 15. Donc un peu moins sous les radars qu'un Ayman Zahabi, mais il n'a pas non plus une méga hype. Et là, c'est son opportunité. Voilà, c'est un main event, tu bats Burns, surtout si tu le fais avec la manière, tu rentres dans le Mm. top 10 avec pas mal de visibilité quand même. Donc je crois que l'UFC veut lui donner
Bah écoute, on en a eu beaucoup, hein, des combats de mecs qui sont beaucoup plus bas et que l'UFC veut faire gravir très rapidement. Et voilà, donc là, pour moi, ça a vraiment ce gros intérêt de voir si eh bien, le gap n'est pas un peu trop gros. Vu son style, effectivement, bon, bah, de l'autre côté, c'est assez prudent. Mhm. C'est un combattant, je pense, qui vient pour la victoire aussi. Donc il va pas prendre trop de risques. Donc il pourrait le passer, hein, il pourrait passer clairement ce test. En tout cas, les bookmakers le voient passer comme ça. Mais par contre, je pense que, moi, en tout cas, mes unités, elles iront sur Burns, ça, clairement. Bah, en fait, tu passes de Magny à Burns. Euh, c'est ce qu'a fait Prates, non? Prates aussi, il est passé de Magny à Yann Gary. Tu vois, parce que pour moi, Ouais, voilà, justement, c'est. en parlant de hype, j'ai l'impression que Prates a un peu pris la hype que Morales aurait pu avoir. Tu vois, parce que c'est Ouais. deux flèches montantes chez les welterweight, un qui est invaincu dans sa carrière et l'autre qui était invaincu à l'UFC. Ils sont tous les deux arrivés plus ou moins en même temps dans le top 15 et finalement, on parlait plus de Prates Ouais, mais que de Morales, le alors style que, de Prates était beaucoup plus hypant, ouais, tu vois. ouais, Moi, ouais, personnellement, clairement, là, je regarde un combat de Carlos Prates, j'aime, tu vois. Tu sens qu'il y a voilà, de la manière de se déplacer, de boxer, les contres, les retraits, tout, c'est super plaisant. à fond. Là, j'ai regardé les combats ouais, de Morales, bon, bah, je me suis pas, voilà, C'est un peu moins plaisant, on va dire ça comme je me ça. suis pas emballé, oh putain, c'est qui ce prodige, tu vois. Voilà. Ok, donc toi c'est ton numéro 1. Moi j'ai peut-être choqué des gens ou pas, parce que les gens me connaissent un peu. C'est pas pour faire le hipster, moi c'est mon numéro 2, parce qu'en numéro 1, j'ai Melchizael Costa contre Julian Erosa. Ah Alors oui. c'est un peu de l'égoïsme, hein, c'est parce que Costa, j'en parle depuis le début de l'année, c'est quelqu'un que j'aime vraiment bien voir combattre. Mhm. Julian Erosa, on rigole toujours. Pas méchamment, mais on rigole toujours de son profil ici sur Fight Mind. C'est le gars qui perd les combats qu'il doit gagner et qui gagne les combats qu'il doit perdre. Ouais. Le combat est très fun et puis c'est un combat entre guillemets que j'avais demandé. Je crois qu'après la victoire de Julian Erosa, je me suis dit ah ce serait super contre Melchizael Costa. Et c'est aussi mon combat préféré de la carte parce que il y a ce côté les deux sont actifs. Julian Erosa vient de gagner, il a ce combat qui est organisé, il combat maintenant. Mhm. Melchizael, il vient de gagner 2 fois, il vient d'enchaîner 2 combats, il est sur un troisième d'affilée. J'aime bien ce truc où c'est dynamique, ça avance, ça veut combattre, ça signe les contrats, etc. Mhm. Donc voilà, je pense que le combat sera très fun. Il y a pas quoique le gagnant ici, il se rapproche dangereusement du top 15 avec justement cette activité de série de victoires rapprochées. Ouais, j'aime bien. Je le mets devant Burns contre Morales parce que comme voilà Burns, on sait qu'il retournera pas vers le top 5. C'est un bon test pour Morales. Comme tu l'as dit, Morales, c'est pas le gars le plus chouette à regarder. Donc, je crois que le combat sera moins fun que mon numéro 1. Et c'est pour ça que, ouais, pour une fois, enfin, le main event n'est pas mon combat le plus intéressant de la carte. Quel est ton numéro 2, Ah, toi? mais Erosa, il est sur 3 victoires d'affilée à Ben ouais, l'UFC. c'est ça que je dis. Oh, Les deux vont, enfin, le vainqueur de ce combat sera sur une belle série avec un impressionnant. chouette style, dans une chouette division. Et vraiment avec voilà, ce truc de j'ai été actif récemment et je pense qu'on va, C'est dingue. que le vainqueur va de nouveau être replongé. Enfin, si le vainqueur sort sans Bobo, ben, il va être replongé dans un combat, quoi. Melchizael, Ah, il a c'est combattu en fou. février, en mars, et là, on est en mai. Et il serait sur 4 victoires consécutives également. Hmm. Donc, Et pour ceux qui connaissent pas, Julian Erosa, c'est une carrière de dingue. Euh, alors moi, on va chaque fois le souligner, quoi. ah, mais c'est incroyable, quoi. The Ultimate Fighter, la défaite ultra controversée contre Paddy Pimblett au Cage Warriors. Il signe à l'UFC, il se fait sauter, il signe à nouveau à l'UFC, il se fait sauter, il re-signe, là il reprend 3 victoires, c'est complètement fou son Ah, histoire. il est Et sur attends, 3 runs à l'UFC. bah attends, combien de fois il a sauté de l'UFC? Ah ouais, t'as raison. C'est pas ça? Donc il C'est signe incroyable. une Ah ouais, fois à ouais, l'UFC, troisième run. hein, il se fait Ouais, sauter, 3 runs. Donc, The 2. Ultimate Fighter, il Ah signe, non, il saute. Si, il saute. Euh, oui c'est Ah ça. non, non, il Si si, revient. il fait son combat au Cage Warrior, puis il re-signe. Puis il saute en 2020 et il re-signe. Et là, il est à 2, 4, 6, 15 combats, 14 combats. C'est chaud. C'est excellent. C'est, enfin voilà, c'est au-delà de ce qu'on dit quand on le suit, c'est un personnage. Enfin voilà, il combat. Pour lui, ça change entre le régional et l'UFC. Où au final, je vais pas dire la même chose quoi, mais il combat pas que
que aux États-Unis, mais il passe de l'un à l'autre. Ouais. C'est assez étrange, quoi. Et Mais puis on est sur 2 combattants très généreux dans la cage. Donc, ouais. Et puis le style est vraiment plaisant. Hein. Ouais. Écoute, moi, c'était mon 3. C'était ton 3. Ok. Donc ton 2. Mon 2, alors bah, ça va peut-être choquer, mais c'est plutôt les cotes qui me font penser à ça. C'est Paul Craig contre Bellato. Ouais. C'est plutôt à cause des cotes, hein, surtout. Ouais, et Paul Craig est ultra underdog, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Ce qui est surprenant aussi. Hein. Et ce qui est très surprenant, Bellato, moi je trouve que personnellement sur son dernier combat, je le voyais rouler sur Krut. Ouais. Et puis il se fait rouler dessus au premier round. On a un draw. on avait fait un petit récap de ce combat et je me rappelle que c'était un peu sur le ton de la légèreté, on va dire. Mais ouais, voilà. Mais c'est un combat qui va m'intéresser toujours vraiment pour le côté Paul Craig. Est-ce qu'il va être capable de pouvoir à nouveau faire l'upset de la soirée. C'est vraiment pour l'upset que je vais regarder ce combat. C'est pas ni l'un ni l'autre qui m'intéresse en soi, ni techniquement, ni quoi que ce soit. Mais vraiment pour l'upset, je vais regarder ce combat-là. Moi ici, voilà, Paul Craig, j'ai mis en numéro 4 et j'ai même, tu vois, on dit tout le temps, qu'est-ce qui t'intéresse, le combat ou le combattant? Et là, j'ai même pas mis Paul Craig versus Bellato, j'ai juste mis Paul Craig. Le fait que Paul Craig soit sur la carte, c'est mon numéro 4. C'est pas le plus intéressant, mais ouais, il y a toujours une intrigue quand tu le regardes combattre de manière générale. Donc, de ton côté, tu as Gilbert Burns contre Morales en 1, tu as Paul Craig contre Bellato en 2, tu as Melquizael Costa contre Julian Erosa en 3. Donc, c'est à moi de dire mon 3 parce que je n'ai pas encore dit. Donc, moi, j'ai Melquizael Costa en 1, Gilbert Burns, Morales en 2, et j'ai mis Sodiq Youssouf contre Myron Santos en 3. Sodiq Youssouf, on l'a plus vu depuis l'UFC 300. C'est un profil que j'aime bien voir combattre. Myron Santos, je le connais pas bien, donc ça va être une découverte, mais sur papier, il a l'air ok. Donc voilà, le combat m'intéresse. Ouais, mais alors ça aurait pu être mon 4, effectivement. Moi, pareil, je connais pas trop Myron Santos. Sodiq Youssouf, c'est sympa. Enfin voilà, je l'ai pas mis en 4. C'est pas un combat. Donc moi, je vais vous dire mon 4. Je suis descendu. Je voulais avoir un combat aussi de la prélim. Bon, j'ai un peu galéré au début à trouver, mais il y a un combat qui m'intéresse. C'est un combattant en particulier, c'est Yoon Sung Park, le coréen, en 125. Ouais. Bah écoute, c'est 9-0, moi. 9-0, 8 finish, 4 KO, 4 soumissions. Voilà, c'est plutôt toujours pareil, hein, c'est une catégorie qui manque un peu de profondeur. Donc voilà, j'ai envie de voir si c'est un futur prospect. Il est passé par Road to the UFC, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, il est passé par là. Voilà. Et donc là, pour l'instant, il est à 2 victoires, 2 combats à l'UFC, 2 victoires à l'UFC, un KO avec un coup au corps, un étranglement arrière. Et il a fait 2 combats Road to UFC et 2 finishes aussi. Ouais. Ouais, profil. Moi, j'ai mis mon numéro 5, c'est les 2 invaincus en prélims. Donc, c'est Yoon Sung Park et Yadier Delval. Donc là aussi, c'est plus pour la découverte. On va dire, c'est pour la découverte, voir ce que ça va donner. Donc il y a une petite intrigue sur les profils invaincus. Ça peut vite flopper, ça peut très vite flopper, mais ça peut aussi très vite intéresser. Donc ça, c'est mon numéro 5 et je pense que toi aussi, tu as encore ton numéro 5. Moi, j'ai encore oublié de mettre un numéro 5. Écoute, je vais mettre on n'est pas obligé de se forcer un top 5, tu vois. Non. Si c'est 4, c'est 4. J'en ai mis 4, mais si je devais en mettre un 5e, c'est Youssouf contre Myron Santos, là. Parfait. Je pense que c'est le 5e, mais je suis pas sûr, à moins que j'ai des bons retours, je sais pas si je vais me poser et regarder ce combat-là. Voilà. Nickel. Brian, on a fait le tour. Un tout grand merci pour ta préparation, les amis. Merci d'avoir suivi jusque maintenant. À très bientôt. Belle journée. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous sommes actuellement en train de réfléchir au futur projet Fight Minds. Ces projets nous motivent car ils permettront de se rencontrer en voyageant ensemble pour voir des UFC ou au travers de séminaires MMA.
Pour cela, nous aimerions mieux connaître notre communauté. Nous t'invitons donc à répondre à un rapide questionnaire que tu trouveras en description de la vidéo. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire: rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.